Nous allons aborder l'étude de larynx, qui est l'un des constituants de la filière aérienne au centre de la région cervicale antérieure. La particularité de larynx est d'être aussi responsable de son laryngé, qui est l'élément initial de la voix. Le larynx est un conduit aérifère et aussi un organe phonatoire. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian, qui présente les espaces supérieurs ainsi que les conduites de la trachée et de l'œsophage au niveau du cou. Voici la cavité buccale, le palais, les arcades dentaires, la silhouette de la langue, et en arrière de la langue se trouve une structure à angle aigu qui s'appelle l'épiglotte, qui participera à l'orientation de carrefour aérodigestif. Le pharynx est la cavité qui est en arrière de la cavité buccale et aussi des fosses nasales. Le larynx est au contraire au-dessous du pharynx et au centre est centré sur cette région qui est située à la partie moyenne du schéma. Entre ces deux lignes noires en dessous, nous retrouverons dorsalement le conduit de l'œsophage et en avant celui de la trachée. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian et qui va en premier temps détailler les structures de pharynx. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux, impair et médian, qui est étiré dans le sens crânio-caudal. Donc c'est un conduit vertical qui débute en arrière des fosses nasales, qui se poursuit en arrière de la cavité buccale, juste au-dessus des voies aériennes et digestives. Ce pharynx se divise en trois niveaux. Le nasopharynx en regard des fosses nasales, l'oropharynx en arrière de la cavité buccale et en dessous de l'hypopharynx. L'hypopharynx siège au-dessus de la division entre l'œsophage et la trachée. Voici en rouge les limites du larynx, et le larynx se poursuit vers le bas par la trachée. On considère que la trachée débute en regard de disque C6-C7. Le larynx se décompose en trois étages, de part et d'autre de la glotte, qui correspond à sa double structure de deux traits noirs, concaves et convexes. Et on parle d'étage susglottique au-dessus de l'étage glottique. Entre ces deux lignes noires et de l'étage sous-glottique, en dessous, juste en avant, la trachée. Le larynx est un conduit musculo-cartilagineux membraneux, impair et médian. Lui aussi qui est vertical et étiré sur le sens crânio-caudal. La limite supérieure de larynx est mobile, c'est le sommet de l'épiglotte. La limite inférieure est celle de début de la trachée. Il faut noter que le larynx est plus crânial chez la femme et chez l'enfant, et on verra que le larynx est un des caractères sexuels secondaires. Cette région est destinée à guider la trajectoire du bol alimentaire et de l'air inspiré. L'inhalation aux fausses routes dirige par accident le bol alimentaire dans le larynx et la trachée. Et l'inhalation est un risque vital d'encombrement des voies respiratoires. Les structures de pharynx et de larynx vont être destinées à éviter ces fausses routes et diriger le bol alimentaire de la cavité buccale vers l'œsophage et l'air inspiré en direction de la trachée à travers le larynx. Le larynx est le siège de la formation de son laryngé et donc un des éléments déterminants dans la voix. Voici la comparaison du larynx et d'une flûte. Ici, le larynx est représenté sur une coupe sagittale qui passe par le plan médian. Le larynx est comme un instrument à vent, comme cette flûte. Une admission d'air comporte un système vibratoire dont la fréquence est variable et une colonne d'air dont la longueur est variable. Et cette colonne d'air sert de système résonateur. L'admission d'air, c'est le bec de la flûte, c'est aussi le conduit de la trachée sur la partie droite du schéma. L'air remonte en force des poumons. Le système vibratoire, c'est la région glottique en plein centre de larynx. La colonne d'air qui sert de résonateur est
l'ensemble des voies aériennes situées au-dessus de larynx. Le larynx se comporte donc comme une colonne d'air de longueur et de forme variable. Nous reprenons le schéma en coupe sagittale, passant par le plan médian et nous montrons comment l'ascension de la descente de l'ensemble de larynx dans le cou change le volume de la colonne d'air au-dessus de lui. Le modulateur est donc l'ensemble de la musculature extrinsèque de larynx qui va faire varier la hauteur du larynx dans le cou, et cette musculature, c'est l'ensemble des muscles supraéoïdiens et infraéoïdiens. Les muscles supraéoïdiens, ici représentés par ces flèches rouges de directions différentes, montrent qu'une contraction de ce système fait ascensionner tout le larynx et raccourcit la colonne d'air en bleu. Les muscles infraéoïdiens qui attachent le larynx aux structures fixes au sternum tirent vers le bas le larynx et augmentent la colonne d'air. La première pièce cartilagineuse de larynx que nous allons décrire, c'est le cartilage thyroïde. Thyroïde vient du mot tyros, signifié le dièdre, c'est-à-dire l'angle ou la porte ou le bouclier. Nous allons voir que c'est en fait de sorte de bouclier qui va protéger la partie la plus fragile de larynx. Voici la vue ventrale, vue antérieure de cartilage thyroïde. Voici une vue latérale droite et voici une vue transversale qui montre justement cet aspect en angle en dièdre, avec l'angle tourné ventralement. Tout d'abord, le cartilage est facile de le palper dans la région cervicale, que l'on sent et que l'on voit. Même le mieux, c'est la prééminence laryngée, ce qui chez l'homme s'appelle la pomme d'Adam. La proéminence laryngée est une ligne verticale impaire et médiane qui est représentée ici en 1. De chaque côté, il y a une lame à gauche et une lame à droite. Ce sont ces deux lames qui, entre elles, vont former l'angle ou le dièdre. Ces deux lames sont paires et symétriques. Ce dièdre est variable selon le sexe. L'angle est de 90 degrés chez la femme et 120 degrés chez l'homme. Ces différences d'angle, mais aussi de taille, expliquent les différences de tonalité entre la voix masculine et féminine. À la surface de cette lame, il y a de chaque côté une ligne oblique marquée en 3. Le cartilage thyroïde se prolonge vers le haut et vers le bas par les cornes. Les cornes crâniales sont longues que les cornes caudales. Les cornes crâniales mesurent environ 15 mm de hauteur et les cornes caudales sont plus petites et qui vont s'articuler avec le cartilage suivant, qui est le cricoïde, et elles ne mesurent que 7 mm de hauteur. Les lames mesurent en hauteur 25 à 30 mm. Et à la partie supérieure de la proéminence laryngée, il existe une profonde incisure qui est palpable facilement, qu'on appelle l'incisure crâniale du cartilage thyroïdien, marquée en 5, et c'est la charnière entre les lames. Le cartilage cricoïde est la constitution suivante de larynx, qui est constituée de l'armature de larynx. Le voici sur une vue de face, puis sur une vue dorsale, et enfin une vue latérale droite. On décrit au cartilage cricoïde une lame cricoïdienne qui est donc dorsale, marquée en 1, sur les 3 schémas. Cette lame cricoïdienne présente un relief impair et médian, vertical, qu'on appelle la crête médiane, dorsale. Elle est tournée de côté de rachis. Le tubercule cricoïdien est au contraire sur la partie ventrale de cricoïde et c'est une structure impaire et médiane. Le cartilage cricoïde ressemble à une sorte de bague et la lame cricoïdienne est comparée au chaton de la bague. Cette bague est symbolisée ici en 4, c'est l'anneau cricoïdien. On décrit à la surface du cartilage plusieurs surfaces articulaires.
Tout d'abord, en 5, les surfaces articulaires qui correspondent au cartilage aryténoïdien, ou surfaces articulaires aryténoïdiennes en 5. Ces surfaces sont paires et asymétriques au bord supérieur de la lame cricoïdienne. Puis des surfaces articulaires thyroïdiennes en 6 qui sont symétriques, qui servent à l'articulation aux cornes inférieures de cartilage thyroïdien. Voici une vue de face de l'articulation du cartilage thyroïde sur le cartilage cricoïde en dessous. Le cylindre de la trachée est au-dessus de la silhouette de l'os éoïde, encerclé de rouge. On retrouve ici cette zone d'articulation cricothyroïdienne. Le cartilage cricoïde mesure environ 25 mm de hauteur au niveau de sa lame cricoïdienne. Et l'anneau cricoïdien est en fait un orifice de 20 mm de diamètre. Voici maintenant d'autres structures cartilagineuses qui continuent à préparer la forme complète du larynx. Ces cartilages dits aryténoïdiens sont pairs et symétriques et vont venir se placer au bord supérieur de la lame cricoïdienne. Les deux schémas de dessus représentent le cricoïde seul, les deux schémas en dessous, le cricoïde surmonté de cartilage aryténoïdien. Ces cartilages sont représentés ici en rouge. Ils sont assimilés à deux petites pyramides et se prolongent crânialement par deux petits cartilages dites corniculés, comme des petites cornes qui sont fixées en dedans du pôle supérieur de la pyramide. Ces pyramides aryténoïdiennes sont posées sur les surfaces aryténoïdiennes de cricoïde et on parle d'articulation crico-aryténoïdienne. Lorsqu'on regarde par au-dessus l'ensemble de cricoïdes et de deux pyramides aryténoïdiennes, on s'aperçoit que cette pyramide a une base irrégulière avec un prolongement latéral qu'on appelle le processus musculaire des aryténoïdiens et un prolongement ventral qu'on appelle le processus vocal. Voici la représentation du cartilage épiglottique ou épiglotte, qui est un autre constituant de l'ensemble de larynx. Ce cartilage est représenté selon trois incidences. Une vue latérale gauche tout d'abord qui présente ce cartilage comme sous forme de tuile très étirée en hauteur, sur 35 à 40 mm avec une concavité dorsale. Une vue de face, le cartilage épiglottique ressemble à une feuille et à sa partie inférieure, cette feuille est effilée et on parle de pétiole épiglottique. À la surface dorsale et ventrale de l'épiglotte, il existe de très nombreuses formations ajourées qui rendent la surface de l'épiglotte très irrégulière et il existe une crête verticale médiane qui est présentée sur la face ventrale uniquement. Voici maintenant un assemblage des cartilages que nous venons de présenter, étape par étape, et cet assemblage permet de comprendre un peu mieux les schémas qui vont venir, qui mettront en place en plus des structures cartilagineuses, des structures ligamentaires et musculaires. Voici tout d'abord une vue supérieure de l'ensemble de cartilages thyroïdes, de cartilage cricoïde et des deux cartilages aryténoïdiens. On reconnaît en premier plan et au-dessus de schéma l'angle de cartilage thyroïde. Dans le plan le plus profond, l'anneau de cricoïde et dorsalement les deux pyramides des cartilages aryténoïdiens. Sur cette structure, l'épiglotte n'est pas représentée. Voici maintenant une coupe sagittale qui passe par le plan médian, qui présente le côté gauche de la coupe, et on reconnaît ici tout en bas de schéma la coupe de cartilage cricoïde. Au-dessus de lui, le triangle de cartilage aryténoïdien et les deux cornes de cartilage thyroïde. Sur ce schéma, l'épiglotte est représentée comme fixée en arrière de l'angle de cartilage thyroïde. Et voici enfin une vue supérieure comme le schéma qui est tout à gauche du tableau, avec cette fois l'épiglotte de surajouter. Et on repère donc ici, vu par au-dessus, la tuile de l'épiglotte
avec sa concavité dorsale, c'est-à-dire c'est une cavité qui est en regard de cartilage aryténoïdien. Nous allons présenter maintenant l'assemblage de tous les cartilages qui vont former le larynx et nous allons montrer comment cet assemblage est encore rigidifié par un appareil ligamentaire entre chacun des composants. Voici une vue ventrale du larynx, une vue dorsale et au centre la vue gauche d'une coupe sagittale médiane. Voici marqué en majuscule le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde et en dessous de l'os éoïde. On voit la partie supérieure de l'épiglotte qui dépasse l'os éoïde. La première structure qu'on va mettre en place, c'est une membrane tendue entre le cartilage thyroïde et l'os éoïde. Cette membrane est représentée en 1 sur le schéma. Elle est colorée maintenant en vert et elle est renforcée en 3 points par des ligaments. Il y a un ligament médian, 2 ligaments latéraux entre les cornes de l'os éoïde et les cornes crâniales de cartilage thyroïde. La deuxième structure à mettre en place est la membrane qui va attacher le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. On l'appelle la membrane crico-thyroïdienne. Elle aussi, elle est renforcée par une structure ligamentaire qui est impaire et médiane, qui apparaît ici avec ses traits hachurés verticaux. On met ensuite des ligaments qui vont attacher les cartilages aryténoïdes au cartilage cricoïde. On parle de ligaments crico-aryténoïdiens qui sont en fait en dessous des pyramides des aryténoïdes et qui sont présentés sur toute la surface. Toute la base d'implantation des aryténoïdes, tenseurs des cordes vocales. Les cartilages sont donc particulièrement bien attachés au cartilage cricoïde. Derrière structure ligamentaire, l'ensemble des ligaments crico-thyroïdiens, ce sont des ligaments extrêmement petits mais puissants qui vont attacher la corne caudale de cartilage thyroïde au cartilage cricoïde. Ces structures ligamentaires ne se voient que sur la vue dorsale du larynx. Et puis nous allons profiter de ces schémas pour mettre en place une structure musculaire, c'est le muscle cricothyroïdien. Ce muscle est étudié à part parce que c'est la seule structure musculaire extrinsèque du larynx. Voici cette structure musculaire paire et symétrique. C'est un muscle qui a la forme d'un petit éventail fixé sur l'anneau antérieur de cricoïde et qui s'étale à la partie inférieure de cartilage thyroïde. Ce muscle, lors de sa contraction, a tendance à faire basculer ventralement et vers le bas l'ensemble de cartilage thyroïde. Sur le cricoïde, comme ici, le cartilage thyroïde pivoté sur son articulation crico-thyroïdienne. Voici la bascule de cartilage thyroïde, ventralement et caudalement. Cette bascule aura un rôle très important pour tout l'appareillage interne du larynx. Et dans son mouvement de bascule, nous verrons que l'ensemble des cordes vocales sera tendu, alors qu'en position verticale, le cartilage thyroïde détend les cordes vocales. Le muscle cricothyroïdien est donc un muscle extrinsèque. Nous allons poursuivre ici la mise en place du système ligamentaire du larynx avec une vue qui est une vue gauche d'une coupe sagittale médiane, une vue supérieure du larynx après avoir ôté l'épiglotte. D'abord, nous mettons en place les ligaments éo-épiglottiques, c'est-à-dire les structures qui attachent l'os éoïde au niveau de sa face post-dorsale à la face antérieure du cartilage épiglotte. Puis nous représentons le ligament arrêt-épiglottique qui sont paires et symétriques et qui attachent chaque cartilage aryténoïdien et plus particulièrement au niveau des sommets de l'aryténoïde avec la face postérieure de l'épiglotte. Puis le ligament thyro-épiglottique qui attache le pétiole de l'épiglotte à la face postérieure de dièdre de cartilage thyroïde. Voici ensuite les structures des ligaments vestibulaires et des ligaments vocaux qui sont tous deux tendus entre les cartilages aryténoïdiens et le cartilage thyroïde. Les ligaments vestibulaires sont sous-jacents, plus longs que les ligaments vocaux. Les ligaments vocaux sont tendus plus exactement entre le processus vocal de l'aryténoïde
et l'angle postérieur de la face postérieure de dièdre de cartilage thyroïde. Voici maintenant l'appareil musculaire de larynx après avoir mis en place les cartilages de larynx et les ligaments qui les attachent. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian, présentée par le côté gauche et au centre de la plage une vue supérieure de larynx après avoir ôté l'épiglotte. Le premier muscle représenté est le muscle arrêt-épiglottique tendu entre le sommet de la pyramide aryténoïdienne de chaque côté et la face postérieure de l'épiglotte. Ce muscle est représenté sectionné sur le schéma au centre. Il est coloré dans sa totalité à gauche. À droite de la page, on présente l'effet de ce muscle sur l'épiglotte par sa contraction. Il fait basculer l'épiglotte vers le bas et en arrière. C'est en fait les ligaments io-hypoglottiques qui, par leur simple élasticité, font reprendre l'épiglotte sa place initiale lorsque le muscle se relâche. Nous représentons ensuite le muscle thyroïdien composé de deux parties, une partie vestibulaire ou médiale et une partie latérale. Ce muscle complexe par sa forme est en fait destiné à rigidifier les ligaments vocaux et les muscles vocaux que nous verrons un peu plus loin. Voici en deux couleurs ce muscle thyroïdien. La partie latérale en beige pâle est une partie plane, très étalée en hauteur, alors que la partie vestibulaire représentée en beige foncé est une partie plutôt fusiforme de muscles. Puis nous rajoutons sur le schéma les muscles vocaux, et ces muscles vocaux sont différents chez l'homme et chez la femme. C'est ce qui explique les différences de voix entre la voix masculine et féminine. Le muscle vocal mesure 20 mm de longueur chez l'homme et 15 mm seulement chez la femme. Ce muscle vocal est représenté sur le schéma de gauche par cette bande musculaire marron sombre en dessous de muscle thyroïdien et par sa double bande marron sombre de schéma central. On voit que ce muscle vocal est tendu entre la face postérieure de dièdre de cartilage thyroïde et de chaque côté des deux processus vocaux aryténoïdes. Nous poursuivons la description de l'appareil musculaire de larynx en présentant l'effet de muscles arrêt-épiglottiques sur l'ensemble de la filière laryngique. Voici une coupe sagittale passant par le plan médian qui présente tout le carrefour aérodigestif depuis le palais en haut de schéma jusqu'à la trachée et l'œsophage tout en bas de schéma. Nous retrouvons les structures mises en place dès la diapositive d'introduction et nous présentons ici, lors de la contraction arrêt-épiglottique, la bascule de l'épiglotte vers le bas et l'arrière, et vous voyez à l'extrême, cette bascule épiglottique va servir d'occlusion à l'orifice supérieur de larynx. C'est cette occlusion qui participe à l'étanchéité de larynx lors de passage de bol alimentaire. Il n'y aura ainsi pas de liquide ou de solides qui passeront dans la filière respiratoire lorsque le muscle se relâche. Le ligament impose à l'épiglotte à reprendre sa place. Vous voyez que l'épiglotte forme un repli au sein de ces espaces aériens qui est situé exactement derrière la partie dorsale de la langue qu'on appelle la base de la langue. Voici une vue supérieure de l'ensemble de larynx après ablation de l'épiglotte. Et voici une vue dorsale des structures de larynx et nous allons continuer la description de l'appareil musculaire. En mettant en place cette fois le muscle crico-aryténoïdien dorsal, ce muscle est ici représenté en bleu. C'est un muscle pair et symétrique qui est attaché à la face dorsale de la lame cricoïdienne et qui se termine en avant sur le processus musculaire des aryténoïdes. Lorsque ce muscle se contracte, il va provoquer une abduction des cordes vocales, c'est-à-dire de l'ensemble des ligaments et muscles vocaux, et les insertions des muscles gauche et droite sont très proches, l'une de l'autre, de part et d'autre de la crête dorsale. Voici l'effet de ces muscles
Il faut comprendre que dans l'articulation crico-aryténoïdienne, les pyramides aryténoïdiennes peuvent pivoter sur l'anneau au niveau de ces points rouges ici, qui est latéralisé. Donc l'axe de rotation des petites flèches bleues montre l'effet des muscles crico-aryténoïdiens dorsaux. Il existe à l'inverse des muscles crico-aryténoïdiens latéraux pairs et symétriques entre l'anneau cricoïdien au niveau de sa partie latérale moyenne et le processus musculaire des aryténoïdes. Ils sont ici soulignés en rouge et sur le petit schéma à gauche, les flèches rouges montrent l'effet de ces muscles sur les cordes vocales. Voici tout en bas, à droite, une simulation de l'abduction des cordes vocales et de l'abduction des cordes vocales. Enfin, on décrit un ensemble des muscles interaryténoïdiens. C'est un ensemble qui apparaît sur la vue supérieure et sur la vue dorsale comme attachant les faces médiales de deux pyramides aryténoïdiennes. Par la contraction de cet ensemble musculaire, on accentue l'adduction des cordes vocales, donc les rapprochements des cordes vocales. Et puis nous pouvons mettre en place sur la vue supérieure le muscle cricothyroïdien qui fait l'objet d'une présentation de tout premier schéma de secours sur l'appareil ligamentaire de larynx. Ce muscle, chaque fois qu'il va se contracter, va donc faire basculer vers le bas et l'avant de cartilage sur le cricoïde. Donc ce phénomène de bascule, le cartilage thyroïde va étirer les cordes vocales et ce muscle sera donc un tenseur des cordes vocales. Voici quelques mots sur le fonction phonatoire de larynx. On va essayer d'expliquer ce qui va former le son laryngé. Il faut comprendre que l'adduction des cordes vocales est là pour sectionner périodiquement le jet d'air qui remonte de la cage thoracique en direction des voies aériennes supérieures. Cette section périodique va permettre la vibration des cordes vocales. Cette vibration va varier car ces cordes seront plus ou moins tendues et que leur longueur sera plus ou moins longue. Ce sont les muscles crico-aryténoïdiens et les thyro-aryténoïdiens qui agissent dans ce sens. Et voici sur le schéma en vue supérieure le rappel des positions de ces muscles. Si les cordes sont courtes et tendues, le son sera aigu, à l'inverse des cordes vocales plus longues et moins tendues provoquera un son plus grave. Il est difficile de savoir exactement, même à l'heure actuelle, si ces contractions périodiques sont synchronisées de vibrations propres des muscles vocaux, des muscles aryténoïdiens. Ce qu'il faut retenir plus simplement, c'est que le larynx va pouvoir varier trois critères dans le son laryngé. Tout d'abord, l'intensité de son en augmentant la pression sous-glottique. Cette pression sera plus importante si la fenêtre laryngée était plus étroite. Et c'est bien évidemment la pression de la cage thoracique qui est plus importante. Le larynx pourra bien sur la hauteur ou la fréquence de son laryngé en faisant varier la fréquence de vibration des cordes. Il faut savoir qu'une corde vocale peut vibrer 2000 fois par seconde. Ensuite, le larynx intervient dans le timbre de son vocal. Si les cordes sont en adduction, le timbre de la voix sera clair, encore brillant. Si les cordes vocales à un temps soient peu séparées l'un de l'autre, le timbre de la voix sera voilé. Voici sur cette diapositive une coupe frontale du larynx depuis l'épiglotte en haut jusqu'à la trachée en bas. Cette coupe va représenter toutes les structures que nous avons mises en place jusque-là, en rajoutant la muqueuse qui va tapisser l'intérieur de la cavité laryngée. Nous présentons ici la moitié ventrale de cette coupe vue par en arrière. En avant de l'épiglotte, on retrouve l'os éoïde, puis au-dessous, une coupe qui passe par le cartilage thyroïde, puis une coupe de cartilage cricoïde et enfin une coupe de première anotrachiale. Il y a entre l'os éoïde et l'os cricoïde une membrane tendue, c'est la membrane thyro-éoïdienne. Et entre le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde, il y a une membrane qui est doublée,
d'un système musculaire, c'est ici le muscle cricothyroïdien. Nous mettons en place tout en haut le muscle et le ligament arrêt épiglottique, puis en dessous l'ensemble des muscles thyro-arétinoïdiens. Il y a une structure latérale très étirée en hauteur qui est doublée en dedans d'elle par une structure vestibulaire fusiforme en dessous le muscle arétino-cricoïdien latéral. Et juste sous la muqueuse, c'est-à-dire juste sous la lumière de larynx, on retrouve le ligament vestibulaire. Et en dessous de lui, le ligament vocal, juste latéral, que le ligament vocal, on met en place le muscle vocal, c'est l'ensemble muscle et ligament vocal qui forment la corde vocale. Il existe un espace libre entre l'épiglotte et la face postérieure de la membrane thyro-hyroïdienne. Cet espace est marqué ici par cette double flèche rouge et la partie en pointillé passe donc en avant de l'épiglotte. Et dans cet espace, il y a un sinus, un récissus qui est en arrière de la base de la langue, c'est qu'on l'appelle le sinus pyréforme. Nous allons montrer les cavités de larynx sur une vue dorsale d'une coupe frontale de larynx. Donc c'est une vue dorsale de la moitié ventrale de la coupe qui apparaît à gauche et cette coupe est illustrée par un moulage en plastique à droite de larynx de ses constituants. Ce moulage est ouvert dans le plan sagittal médian et on observe ici la partie gauche de moulage. De côté gauche, on retrouve la silhouette de l'épiglotte et autour de l'épiglotte, le sinus pyréforme. On comprend mieux sur le moulage en plastique quelle est véritablement la structure de ce sinus pyréforme. C'est véritablement une gouttière sur les côtés de l'épiglotte, mais aussi devant l'épiglotte, comme les flèches rouges le montrent. En dessous, tout en bas de ce schéma, nous sommes déjà au niveau de la trachée, c'est-à-dire en dessous de larynx. À la partie moyenne de larynx, il y a crânialement un relief sur la muqueuse qui forme ce pli vestibulaire qui est horizontal et qui surplombe le qui est en dessous qu'on appelle le pli vocal ou encore corde vocale. Ces deux termes sont synonymes. Et entre les deux plis vestibulaires et vocales, il y a une fente, en fait une petite cavité qu'on appelle le ventricule de larynx. Au fond de cette cavité s'ouvre un petit diverticule qu'on appelle la sacule de larynx. Il existe une à gauche et une à droite. Cette sacule laryngée est un reliquat embryonnaire qui n'a pas de fonction chez l'espèce humaine. C'est donc un orifice borne qui s'ouvre dans le ventricule, qui persiste quelques années dans la vie de l'enfant et qui va ensuite s'atrophier chez l'adulte. Ce qu'on appelle la glotte ou la fente glottique. Si le plan horizontal entre les deux plis vocaux, il y a donc un étage susglottique, glottique et sous-glottique. Ces compartiments de larynx sont très importants à connaître parce que la pathologie de larynx sera différente dans chacun d'entre eux. Voici sur cette diapositive de la présentation de laryngoscopie indirecte, c'est l'examen de larynx fait avec l'aide d'un miroir introduit par la bouche et le miroir en position oblique ou dirigé vers le bas au niveau de l'oropharynx pour pouvoir observer le larynx. Voici deux vues qui renvoient le miroir, l'une lors d'émission d'un son et l'autre lors de l'inspiration. En 1, nous mettons en place la base de la langue et les images arrondies à la surface sont les papilles de la base de la langue. En 2, l'épiglotte ici dans sa partie concave, c'est-à-dire sa face postérieure, puis nous voyons les plis vestibulaires au premier plan sous le niveau de l'épiglotte en 3. En 4, le pli vocal est la deuxième ligne, ou plutôt le bord médial de cette structure. Le pli vocal est situé un peu plus caudalement que le pli vestibulaire. En 5, les structures dorsales correspondent au cartilage arétinoïde qui sont recouverts par la muqueuse de la laryngée. En arrière, le repli formé par la muqueuse des arétinoïdes s'ouvre en 6, la bouche de l'œsophage. Lors d'émission d'un son,
Les cordes vocales sont plaquées l'une contre l'autre. Elles sont donc en adduction pour permettre la formation d'un son avec un timbre le plus net possible. Lors de l'inspiration, les cordes vocales sont en abduction, c'est-à-dire sont largement écartées l'une de l'autre pour permettre à l'air de passer dans la trachée. Lors de cette abduction, on peut même voir à travers la fente glottique les premiers anneaux de la trachée. Voici une laryngoscopie indirecte, photographiée avec ici les deux cordes vocales, l'une contre l'autre. Elles sont en adduction pour la formation d'un son. Voici lors de l'inspiration un autre individu examiné avec un autre miroir. On voit ici l'ouverture large de la fente glottique et les premiers anneaux trachéaux vus dans la lumière de la trachée. Il faut parler maintenant de l'innervation de larynx qui va animer l'ensemble des structures musculaires que nous avons décrites. Voici une vue latérale droite de larynx avec les nerfs qui vont permettre la motricité de larynx, mais aussi nous parlerons de l'innervation sensitive de la muqueuse laryngique. Voici une vue dorsale qui va permettre et qui va compléter ces notions. La première structure nerveuse à mettre en place, c'est le nerf laryngé crânial. C'est une branche de nerf vague. De chaque côté, ce nerf arrive à la hauteur de l'os hyoïde et se divise avec un rameau qui dit interne qui va rejoindre la membrane thyro-hyoïdienne perforée pour passer à l'intérieur de larynx et rester sous la muqueuse. Ce rameau interne aura un rôle sensitif pour toute la muqueuse laryngée haute. On le voit à droite se ramifier pour répartir ses fibres vers le haut et vers le bas. Ce nerf vague va également perforer ce muscle, perforer la membrane cricothyroïdienne et apporter une innervation sensitive à la muqueuse laryngée basse. Le nerf laryngé crânial donne aussi également un rameau externe car il va rester à l'extérieur de larynx pour courir sur les faces latérales du cartilage thyroïde et donne l'innervation motrice de muscle cricothyroïdien. C'est le seul muscle qui sera innervé par ce nerf. Ensuite, il existe un nerf laryngé caudal qui, on le voit, a une direction verticale ascendante pour se glisser ensuite derrière l'angle cricothyroïdien et innerver l'ensemble des autres muscles de larynx. Donc, seul le muscle cricothyroïdien au sein de larynx ne sera pas innervé par ce nerf laryngé caudal, mais par le nerf laryngé crânial. Le nerf laryngé caudal a un rôle moteur essentiel. Et l'origine des nerfs laryngés caudaux, à droite, le nerf vague droit, il passe sous l'artère subclavière droite. Et le nerf laryngé caudal gauche, il passe sous l'arcade aortique. La vascularisation, il existe un système vasculaire artériel et veineux. Elles sont au nombre de 3 de chaque côté. L'artère laryngée supérieure qui est née de l'artère thyroïdienne supérieure, c'est une branche de l'artère carotide externe. L'artère laryngée antéro-inférieure est la branche terminale de l'artère thyroïdienne supérieure. L'artère laryngée postéro-inférieure provient de l'artère sous-clavière par l'intermédiaire du tronc thyrocervical, puis de l'artère thyroïdienne inférieure. Les trajets veineux sont parallèles au trajet artériel. Le système lymphatique, à l'étage supraglottique, on a le drainage se fait vers les ganglions de la chaîne jugulaire interne de niveau 2 et 3. Le drainage infraglottique se fait essentiellement vers les ganglions inférieurs de la chaîne jugulaire interne, niveau 4, et le réseau lymphatique est inexistant sur les cordes vocales.